y a quelque chose dans cette histoire qui semble encore impossible quand on l'entend pour la première fois. L'émission de fin de soirée numéro 1 aux États-Unis, l'émission la plus regardée de sa catégorie, celle qui avait dominé les audiences pendant près d'une décennie et qui venait de célébrer l'une des plus grandes récompenses de son histoire, s'est soudainement retrouvée face à une fin à laquelle personne ne s'attendait. Le public ne l'avait pas abandonné. L'animateur n'avait pas annoncé de retraite. Pourtant, malgré le fait que des millions de téléspectateurs fidèles nous regardaient, soir après soir, la décision a été prise de baisser le rideau. Pendant des années, l'émission a été la pierre angulaire de la télévision de fin de soirée. Elle a attiré en moyenne 2,7 millions de téléspectateurs chaque soir, surpassant constamment ses concurrents, et maintenant un niveau de pertinence que de nombreux programmes télévisés rêvent d'atteindre. Ce n'était pas une franchise en difficulté qui boitait vers l'annulation. Il s'agit d'une success story qui semble stable de l'extérieur, ce qui rend l'annonce encore plus choquante. Ce qui a rendu la situation encore plus étrange, c'était le timing. Quelques jours seulement avant que la décision ne soit rendue publique. Stephen Colbert avait fait des commentaires à l'antenne, qui ont immédiatement fait la une des journaux et suscité la controverse. Pour de nombreux observateurs, la séquence des événements semblait trop soignée, trop pratique et trop suspecte pour être ignorée. Les questions ont commencé à se répandre presque immédiatement, non seulement sur la raison pour laquelle la série se terminait, mais aussi sur la question de savoir si l'explication proposée était la vérité totale. Le plus surprenant, c'est que Colbert lui-même ne l'a pas vu venir. Alors que les dirigeants et les chefs d'entreprise discutaient de l'avenir du salon, à huis clos, il était en vacances, ignorant complètement que le programme qu'il avait passé une décennie à construire était en voie d'extinction. Les conversations se déroulaient sans lui. Les décisions étaient finalisées sans sa contribution, et l'avenir de l'une des franchises télévisées les plus réussies était en train d'être réécrit tranquillement. Son manager le savait déjà. En fait, il le savait depuis des semaines. Mais l'information a été délibérément cachée à Colbert jusqu'au moment opportun. Ainsi, tandis que l'animateur prenait une rare pause dans les exigences incessantes de la télévision en direct, croyant que tout continuerait, comme avant d'autres se préparaient à lui dire que le voyage touchait à sa fin. La nouvelle lui parvient finalement dans la soirée du 16 juillet 2025. Durant quelques heures, il se retrouve face à une information qui va complètement modifier le cours de sa vie professionnelle. Le lendemain matin, il avait déjà pris une décision. Plutôt que de permettre à la chaîne de contrôler le récit et de révéler les nouvelles selon son propre horaire, il le dirait lui-même au public. Lorsqu'il est monté sur la scène du théâtre Ed Sullivan, il n'y a eu aucune représentation dramatique, aucune colère visible et aucune tentative de créer un spectacle. Au lieu de cela, il régnait un calme qui rendait le moment encore plus lourd. Il a regardé le public, dont beaucoup le soutenaient depuis des années, et a annoncé la nouvelle, avec une retenue remarquable. Il a remercié les quelques 200 personnes qui ont travaillé en coulisses pour rendre le spectacle possible chaque jour. Il a parlé de gratitude, d'amitié et du privilège de passer une décennie dans une institution de télévision devenue sa deuxième maison. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui a semblé frapper le public plus fort que toute autre chose. Il a expliqué qu'il n'était pas remplacé. Il n'y aurait pas de nouvel hôte sur scène après lui. Il n'y aura pas de passage de flambeau, pas de nouvelle génération qui prendra la relève. Le spectacle lui-même touchait à sa fin. L'institution tout entière était tout simplement en train de disparaître. Cette distinction comptait. Les téléspectateurs sont habitués à voir les animateurs aller et venir. Les programmes évoluent. Les nouvelles personnalités héritent des anciennes franchises. La machinerie continue de bouger, mais c'était différent, car il ne s'agissait pas simplement de la fin du mandat d'un hôte. C'était la fin d'un héritage qui s'étendait sur des décennies. Le Late Show existait depuis 1993. Il avait survécu aux changements culturels, aux révolutions technologiques, à l'évolution des publics et des administrations. C'était devenu synonyme de télévision de fin de soirée elle-même. Il y a d'abord eu David Letterman, dont l'influence a remodelé le genre pour toute une génération. Vint ensuite Colbert, qui transforma le spectacle en un puissant mélange de comédie de politique et de commentaires culturels. Aujourd'hui, pour la première fois depuis plus de 30 ans, la marque entière disparaissait tout simplement. Le public a réagi exactement comme on pouvait s'y attendre. Les huées ont résonné dans tout le théâtre. Le choc se propagea sur les visages. Certaines personnes semblaient véritablement stupéfaites. Colbert écouta doucement avant d'acquiescer et d'admettre qu'il ressentait exactement la même chose. Ce bref échange a révélé quelque chose d'important sur le lien qu'il avait établi avec les téléspectateurs. Pour beaucoup d'entre eux,
Il ne s'agissait pas simplement d'un programme télévisé. Cela faisait désormais partie de leur routine, de leur compréhension des événements actuels, de la façon dont ils traitaient le monde qui les entourait. Le perdre semblait personnel. Puis est arrivée la controverse qui continue d'alimenter le débat encore aujourd'hui. 3 jours seulement avant que l'annulation ne soit rendue publique, Colbert avait abordé un problème d'entreprise majeur impliquant Paramount, la société mère de CBS. La Paramount avait accepté de payer 16 millions de dollars pour régler un procès intenté par Donald Trump. Le procès était centré sur des allégations impliquant la rédaction d'une interview très médiatisée menée lors de la campagne présidentielle de 2024. Lors de son monologue, Colbert n'a pas adouci son langage. Il a ouvertement remis en question le règlement et a suggéré qu'il ressemblait étrangement à un paiement. Le mot qu'il utilisait avait un poids énorme. Cela a immédiatement suscité des discussions dans les cercles politiques et médiatiques. 3 jours plus tard, l'annulation était annoncée. Officiellement, CBS a soutenu que les 2 événements n'avaient aucun rapport. Les dirigeants ont déclaré à plusieurs reprises que la décision était fondée sur des réalités financières et sur les défis plus larges auxquels sont confrontées les émissions télévisées de fin de soirée. Selon le réseau, le contenu n'a joué aucun rôle dans le résultat. La politique n'a joué aucun rôle. Le moment, ont-ils insisté, était simplement une coïncidence. Beaucoup de gens ont trouvé cette explication difficile à accepter. La séquence des événements a semblé suspecte même aux observateurs politiques expérimentés. Les fonctionnaires ont commencé à poser des questions. Les critiques se demandaient si les intérêts commerciaux et les pressions politiques s'étaient discrètement croisés en coulisses. Le timing à lui seul garantissait que les spéculations se poursuivraient longtemps après que l'explication officielle ait été fournie. Certaines voix sont devenues particulièrement vocales. Des questions ont été soulevées quant à savoir si les dirigeants d'entreprises tentaient d'éviter les conflits à une période où d'importantes décisions réglementaires étaient en attente. Les observateurs ont noté que les transactions commerciales majeures nécessitent souvent l'approbation du gouvernement et les critiques se sont demandé si l'élimination d'un programme politiquement franc ne pourrait pas créer un environnement plus favorable. La question de savoir si ces soupçons étaient justifiés reste un sujet de débat. Ce qui est indéniable, c'est que le moment choisi a créé une atmosphère de méfiance qui a éclipsé toute explication officielle. Même les personnes prêtes à croire au raisonnement financier ont souvent admis que les circonstances soulevaient des questions inconfortables. Donald Trump lui-même a alimenté la controverse. Après que la nouvelle de l'annulation soit devenue publique, il a célébré ouvertement sur les réseaux sociaux. Ses commentaires allaient au-delà de la simple satisfaction. Il a critiqué Colbert personnellement, a remis en question son talent, et a même suggéré que d'autres animateurs de fin de soirée pourraient faire face à un avenir similaire. Le message est immédiatement devenu un nouveau titre dans une histoire déjà pleine de controverses. Colbert a répondu de la manière qu'il connaissait le mieux. De retour à l'antenne, il abandonne toute retenue et livre l'un des monologues les plus pointus de toute sa carrière. Les téléspectateurs qui le suivaient depuis des années ont reconnu l'importance de ce moment. Ce n'était pas le public satiriste soigneusement mesuré que l'on voyait souvent. C'est un animateur qui a compris que sa plateforme était en train de disparaître et qui ne se sentait plus obligé de se retenir. Pourtant, derrière toutes ces spéculations politiques se cache une réalité financière qui ne peut être ignorée. La télévision de fin de soirée est en difficulté depuis des années. Les paramètres économiques qui soutenaient autrefois ce format ont radicalement changé. Les téléspectateurs ne consomment plus les médias de la même manière qu'il y a 20 ans. Les services de streaming, les plateformes de réseaux sociaux, les podcasts et les contenus à la demande ont fragmenté le public d'une manière que la télévision traditionnelle n'avait jamais anticipée. Des rapports suggéraient que The Late Show perdait des dizaines de millions de dollars chaque année. Certaines estimations placent que le chiffre à près de 40 millions de dollars. D'autres ont avancé que ce chiffre était plus proche de 30 millions. Quel que soit leur montant exact, les pertes étaient suffisamment importantes pour susciter de sérieuses inquiétudes de la part des dirigeants soucieux de rentabilité à long terme. Le défi n'était pas propre au spectacle de Colbert. L'ensemble de l'industrie du night-night mène la même bataille. Les clips viraux génèrent une énorme attention en ligne, mais ces opinions ne se traduisent pas nécessairement en revenus pour les réseaux de télévision traditionnels. Des millions de personnes peuvent regarder un monologue sur les réseaux sociaux, mais les bénéfices financiers vont souvent ailleurs. Ce paysage changeant avait déjà réclamé d'autres programmes.
Les réseaux recherchaient de plus en plus des formats moins chers, des coûts de production inférieurs et des contenus capables de survivre dans un environnement médiatique fragmenté. Même les émissions à succès ne bénéficiaient plus d'une protection garantie si les aspects économiques n'avaient plus de sens. Pourtant, de nombreux initiés pensaient que la rapidité de la décision était inhabituelle. Peu d'efforts ont été déployés pour explorer des solutions alternatives. Les réductions de coûts n'ont pas été largement discutées. Les grands plans de restructuration n'ont jamais semblé porter leurs fruits. Pour les critiques de l'annulation, cela suggérait que l'explication financière n'était peut-être qu'une partie d'un tableau beaucoup plus vaste. Cependant, pour comprendre pourquoi l'histoire a résonné si profondément, il est utile de comprendre l'homme qui en est le centre. La personnalité publique de Stephen Colbert a toujours été façonnée par des expériences bien plus sombres que la plupart des téléspectateurs ne le pensent. Alors qu'il n'avait que 10 ans, une tragédie frappa sa famille avec une force dévastatrice. Son père et 2 de ses frères ont été tués dans un accident d'avion, une perte si énorme qu'elle a définitivement modifié le cours de son enfance. En un seul après-midi, sa famille a changé à jamais. Beaucoup de gens auraient pu être rongés par l'amertume après une telle perte. Colbert parle plutôt souvent de l'exemple donné par sa mère. Elle lui a appris que le chagrin ne devait pas nécessairement se transformer en ressentiment. La douleur pouvait persister, le chagrin pouvait persister, mais l'amertume était un choix. Cette leçon lui est restée. Des années plus tard, en tant que jeune adulte, il a dû faire face à un autre combat personnel. Il a traversé une profonde crise de foi et a atteint un point où il ne croyait plus à la religion qui avait autrefois façonné sa vie. Pendant un certain temps, il s'est identifié comme athée, cherchant des réponses qui lui semblaient de plus en plus difficiles à trouver. Finalement, grâce à des expériences qu'il a souvent décrites comme inattendues et profondément personnelles, il a retrouvé le chemin du retour. Le voyage n'a été ni simple ni dramatique. Il s'est développé progressivement, façonné par des conversations, des réflexions et des rencontres qui semblaient insignifiantes à l'époque, mais qui ont finalement modifié sa perspective. Ces expériences ont contribué à créer la version de Stephen Colbert que le public a connue. L'humour, l'intelligence, la résilience et même l'empathie qui ont émergé lors d'entretiens difficiles ont tous été façonnés par des années de deuil, d'incertitude et de transformation personnelle. C'est peut-être pourquoi la fin de son émission semble plus grande qu'une annulation télévisée standard. Pour de nombreux téléspectateurs, il ne s'agit pas simplement de la perte d'un programme. C'est le dernier chapitre d'une voie qui les a aidés à traiter la politique, la culture, la tragédie et l'absurdité pendant plus d'une décennie. Que les raisons soient financières politiques ou un mélange compliqué des deux, une réalité reste inchangée. Les lumières à l'intérieur du théâtre Ed Sullivan finiront par s'éteindre. Le bureau restera vide. Les caméras cesseront de tourner. Et l'un des chapitres déterminants de l'histoire de la télévision de fin de soirée prendra fin, laissant derrière lui des questions auxquelles on ne répondra peut-être jamais complètement. Ce ne sont pas les histoires de quelqu'un qui est devenu comédien parce qu'il pensait que ce serait amusant ou lucratif. C'est quelqu'un qui a trouvé dans la comédie une manière de prendre en main les choses compliquées, douloureuses, avec suffisamment de recul pour les regarder clairement. Il est allé au Hampton-Sydney College en Virginie puis a été transféré à la Northwestern University où il a obtenu un diplôme en théâtre en 1986. Il a déménagé à Chicago, a rejoint la Second City Improv Troupe et a rencontré 2 personnes qui deviendront des partenaires créatifs pendant des années, Amy Sedaris et Paul Dinello. Tous les 3 ont réalisé une émission de sketch pour Comedy Central intitulée Exit 57, qui a été diffusée au milieu des années 90 et a remporté 5 nominations au câble Ace. Il a essayé d'obtenir un travail d'écrivain au Late Show avec David Letterman au début de sa carrière, mais il n'y est pas parvenu. Il a finalement atterri au Daily Show en 1997, d'abord à titre d'essai embauché par une productrice nommée Madeleine Smithberg, qui a tenté sa chance avec lui. Il est devenu le correspondant le plus ancien de l'histoire du Daily Show. La raison pour laquelle cette histoire est importante est que l'homme qui s'éloigne maintenant de The Late Show n'est pas quelqu'un qui a eu de la chance. C'est quelqu'un qui a construit quelque chose à partir de zéro après avoir perdu tout ce qui comptait le plus, alors qu'il était à peine assez vieux pour le comprendre. Le spectacle qui a changé pour toujours la nuit. Lorsque Colbert a succédé à David Letterman en septembre 2015, de réels doutes existaient. Letterman était la voix de cette machine à sous 1135 depuis 22 ans. C'était une institution
et Colbert, qui avait bâti toute sa renommée en incarnant un personnage, un expert satirique de droite, dans The Colbert Report, allait maintenant devoir apparaître comme lui-même, sous son propre nom, dans une série qui ne dépendait pas d'un personnage fictif. Sa première saison a été difficile. Les notes étaient mauvaises, le ton était incertain, les critiques ne savaient pas exactement ce que la série essayait d'être. Il y a même eu une émission spéciale post-Super Bowl désastreuse en février 2016 que les critiques ont qualifiée d'échappée, une vitrine à peu près aussi mauvaise que possible compte tenu de la taille de ce public. Mais ensuite, quelque chose a changé. Trump a remporté la présidence en novembre 2016 et le spectacle de Colbert a trouvé sa voix presque immédiatement. Ses monologues devenaient plus aigus, plus urgents, plus personnels. L'émission est passée d'une émission largement politique à une critique spécifiquement et sans relâche de l'administration, et les gens sont venus. Au cours de la saison 2016 à 2017 de Late Show, était l'émission de fin de soirée la mieux notée du pays pour la première fois depuis l'époque de Letterman, avec une moyenne de plus de 3,2 millions de téléspectateurs par nuit. De 2018 à 2019, elle avait battu The Tonight Show dans la tranche démographique clé des 18 à 49 ans, la première fois qu'une émission de fin de soirée de CBS faisait cela depuis 1994. Elle a occupé ce poste pendant 9 saisons consécutives, 9 ans, au numéro 1 tout au long de la pandémie, à travers la grève, à travers la pression de la FCC, à travers tout, jusqu'à ce que CBS décide d'y mettre fin. La partie la plus remarquable de cette série n'était pas seulement les audiences, c'est ce qu'est devenu le spectacle en termes d'approche envers les invités. Colbert n'était pas intéressé par le format typique de discussion avec des célébrités. Il a invité Joe Biden pendant la pandémie de Covid à parler de son chagrin. Il a eu une conversation avec Dua Lipa qui a viré à sa foi catholique d'une manière qui semblait authentique et inattendue. Il a demandé à Michelle Obama de faire une impression de Barack devant la caméra. Il avait le genre de conversation qui faisait dire aux invités des choses qu'ils n'avaient pas prévu de dire. C'est rare. Cela nécessite une sorte de confiance que les autres passent des années à gagner. Colbert l'a mérité. La salle où les légendes se présentaient pour se dire au revoir. Dans les semaines précédant le dernier épisode, quelque chose d'inhabituel s'est produit. La télévision de fin de soirée est censée être une activité compétitive. Ces émissions s'affrontent chaque soir pour les téléspectateurs. Mais au printemps 2026, alors que les derniers jours de Colbert approchaient et ceux qui étaient censés être ses rivaux se sont présentés au théâtre Ed Sullivan. Non pas pour concourir, mais pour être présents. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers et John Oliver ont tous participé au même épisode au cours de l'avant-dernière semaine. Colbert les a présentés comme ses meilleurs amis de la télévision. Il a plaisanté en disant que le fait qu'ils soient tous les 5 dans la même pièce signifiait que Jon Stewart était désormais le survivant désigné. L'épisode avait l'énergie lâche et chaleureuse de gens qui avaient survécu à quelque chose ensemble, ce qui d'une certaine manière était le cas. Tous les 5 avaient créé un podcast lors de la Writers Guild of America Strike en 2023, un projet qu'ils ont appelé Strike Force 5. Tous les bénéfices ont été reversés au personnel de leurs émissions, aux scénaristes producteurs et membres de l'équipe, qui se sont soudainement retrouvés sans travail. 12 épisodes, tous réalisés sans script, juste une conversation. Et c'est devenu quelque chose que les gens aimaient vraiment. Kimmel a également annoncé que le soir de la finale de Colbert, il ne diffuserait pas de nouvel épisode de sa propre émission. Il diffusait plutôt une rediffusion, non pas pour rivaliser, juste pour clarifier les choses. Puis il y a eu David Letterman. Letterman était retourné au Ed Sullivan Theatre, le théâtre qu'il avait reconstruit, celui où il avait passé plus de 2 décennies à écrire l'histoire de la télévision et a reçu une ovation debout. Il a déclaré au public qu'il avait parfaitement le droit d'être en colère contre ce qui s'était passé et il n'a fait aucun effort pour le cacher. Il a rappelé à la salle qu'aucun d'entre eux ne serait même dans cette salle sans lui et que peu importe ce que CBS avait enlevé, il ne pouvait pas enlever la voix d'un homme. Puis il a terminé par un adieu au réseau paraphrasant, le légendaire diffuseur Ed Murrow, qui a fait éclater la foule et ne laissait absolument rien à l'interprétation. Barack Obama s'est également présenté dans les semaines précédant la finale. Au cours de leur conversation, Obama a suggéré apparemment pas entièrement pour plaisanter que Colbert pourrait envisager de se présenter aux élections, notant que la barre des critères de qualification d'une personne pour ce poste avait, ces dernières années, changé d'une manière difficile à ignorer.
Le rideau final est ce qui attend de l'autre côté. Les 4 derniers épisodes de The Late Show ont été annoncés le 15 mai 2026. Lundi 18 mai, un épisode intitulé « The Worst of the Late Show » avec Stephen Colbert, décrit ostensiblement par la série comme n'étant pas une émission de clip, quoi que cela signifie. Cela signifie que Colbert avait quelque chose de spécifique en tête. Mardi 19 mai, Jon Stewart et Steven Spielberg accompagnés d'un live de David Byrne et Colbert. Les invités de cette semaine incluent Jon Stewart, Steven Spielberg, David Byrne et Bruce Springsteen. Ensemble, Stewart, qui avait été le mentor de Colbert, l'homme qui lui avait offert sa première véritable tribune au Daily Show et qui avait publiquement dénoncé CBS et Paramount après l'annonce de l'annulation, affirmant que la véritable explication ne se cachait pas dans une feuille de calcul financière, mais dans la peur institutionnelle rampante de dire la mauvaise chose aux mauvaises personnes. Le mercredi 20 mai, Colbert répondrait à son propre questionnaire, Colbert, le segment d'interview qu'il avait fait subir à des centaines d'invités au fil des ans, et y répondrait lui-même, avec des invités spéciaux inopinés dans la salle. Bruce Springsteen se produirait, et jeudi 21 mai la finale. CBS n'a pas divulgué les détails à l'avance. La liste des invités confirmés à elle seule se lit comme un appel au temple de la renommée. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers, John Oliver Letterman, Tom Hanks, Julia Louis-Dreyfus, Pedro Pascal et The Strokes. Un hommage de star pour un spectacle qui, selon toute mesure rationnelle, aurait dû durer plus longtemps. Quant à la suite, Colbert l'avait déjà compris bien avant que tout cela ne soit rendu public. En mars dernier, il avait annoncé par l'intermédiaire de Warner Brothers qu'il écrirait un nouveau film sur le Seigneur des Anneaux aux côtés de son fils Peter. Tous deux avaient en fait présenté le projet directement au réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, 2 années complètes avant l'annulation. Jackson a répondu chaleureusement à l'idée. Et Colbert, qui est un véritable superfan encyclopédique de Tolkien, du genre à réciter de mémoire toute la biographie du personnage d'Aragorn à la télévision en direct, incitant Viggo Mortensen à lui envoyer plus tard un plateau entier de personnages du Seigneur des Anneaux sculptés dans du chocolat en guise de remerciement, était tranquillement assis sur ce rêve, sachant que la série rendait impossible sa poursuite. Il a déclaré aux gens en mars avec le genre de sourire sec qui a tendance à masquer les véritables émotions qu'il avait toujours su qu'il ne pouvait pas faire les deux en même temps. Mais il s'est avéré que son emploi du temps d'été venait de s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait pas prévue. 11 Emmy Awards, 2 Grammy, 3 Peabody Awards, 1800 un épisode sur 11 ans. La plus longue séquence consécutive de victoires consécutives dans l'histoire de la franchise de fin d'émission. Une émission qui a remporté son premier Emmy pour Outstanding Variety Talk Series en 2025, dernière saison de son existence. Et derrière tout cela, un homme qui a perdu son père et ses 2 frères, à l'âge de 10 ans, a lutté avec sa foi au début de la vingtaine. A lutté contre des crises de panique dans la trentaine, tout en se demandant tranquillement s'il avait gâché sa vie en poursuivant quelque chose que la plupart des gens ne réussissent jamais, et a ensuite été présentateur de l'émission de fin de soirée, la plus regardée en Amérique, pendant près d'une décennie. Il l'a dit lui-même, cet au revoir n'était pas entièrement prévu dans son calendrier, mais le fait de ne pas avoir à choisir lui-même la fin lui a donné quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Plus de matière plus à dire, et une dernière raison de se présenter tous les soirs et d'en dire chaque mot. Le public du studio a hué lorsqu'il a appris que le spectacle se terminait. Colbert leur fit un signe de la tête et leur dit qu'il ressentait exactement la même chose. Après tout, les audiences les Emmy les 9 années consécutives au premier rang. Pensez-vous que CBS a pris cette décision parce que l'argent n'a pas fonctionné ou parce que certaines choses étaient devenues trop chères pour être dites à voix haute? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Pour des histoires plus intéressantes comme celle-ci, assurez-vous de cliquer sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Vous ne savez jamais ce que vous découvrirez ensuite.